Il est 10 heures, on va commencer sous peu. Il y a des gens qui sont en train de se brancher actuellement. Donc, on va commencer doucement et pour pas enlever du temps aux panélistes. Bref, est-ce que tout le monde m'entend bien? Les panélistes, vous m'entendez? Parfait. Je me présente, Catherine Roy-Boulanger, je suis coordonnatrice au CAPRES. Bien, d'abord, bienvenue, merci d'être là. Aujourd'hui, juste 2 petites secondes pour vous parler un petit peu du CAPRES. Comme certains d'entre vous savent, le CAPRES a un mandat de faciliter la circulation des connaissances en réussite et persévérance au postsecondaire. Une activité comme aujourd'hui permet ça, non seulement par l'échange avec les panélistes, mais aussi ce que vous allez pouvoir apporter en tant que participant, parce que vous allez être appelé pendant les périodes de questions à poser des questions, bien sûr, mais aussi à partager vos expériences. On s'entend, c'est limité, c'est par clavardage, mais toutefois, c'est un début. Vous avez aussi de façon plus générale accès à ce partage-là à travers la vitrine du CAPRES, parce que le CAPRES, sur sa vitrine, permet de façon quotidienne de faire circuler l'information sur la connaissance. Puis là, on parle de connaissances qui viennent soit de la recherche ou de la pratique. Donc, si vous avez des choses à partager, n'hésitez jamais à nous parler de ce qui se passe dans vos établissements pour le partager puis le faire connaître. Ça va nous faire plaisir de mettre ça de l'avant. Maintenant, volet technique, juste pour vous dire, seulement les panélistes ont accès à leur caméra. Si vous êtes participant, vous devez nous entendre, vous devez nous voir, mais nous, on ne peut pas vous voir, on ne peut pas brancher toutes les caméras, c'est impossible, ça demande trop de bandes passantes. Par contre, pour communiquer avec nous, vous pouvez passer par le clavardage, la section en bas à gauche. Vous pouvez écrire vos messages, on va pouvoir vous y répondre de cette façon-là. Si vous voyez, vous avez une présentation PowerPoint. Si vous cliquez dessus, c'est possible de l'agrandir. Ça vous permet d'aller chercher, mais les présentations sont déjà pas mal toutes sur le site web du CAPRES, donc n'hésitez pas à aller les chercher à cet endroit-là. Par la suite, là, si vous voulez revoir certains points, vous n'avez pas besoin de tout noter, tout est déjà disponible ou sur le point de l'être. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez communiquer. Je l'ai marqué dans le clavardage au 418-657-4138. Ça va vous permettre de nous rejoindre. Et un dernier point technique, les webinaires sont enregistrés, donc c'est pour des raisons, on les rend disponibles sur le site web, sur le lien du webinaire, pour permettre aux gens qui n'ont pas pu être là en direct d'y avoir accès. En ce qui a trait au webinaire d'aujourd'hui, vous savez peut-être qu'en décembre dernier, il y a eu un premier webinaire sur le projet Interordre sur l'accès et la persévérance à l'enseignement, aux études supérieures des étudiants de première génération. C'est la suite aujourd'hui. Ce premier webinaire-là permettait de présenter les résultats du projet et aussi de présenter la démarche qui avait été faite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été aussi le moment de lancer le guide de référence sur les étudiants de première génération pour les intervenants en éducation qui est disponible sur le site web du CAPRES. Mais toute cette information-là, vous l'avez reçue par courriel, vous allez le recevoir à la fin du webinaire et c'est disponible sur le site du CAPRES en lien avec ce webinaire-là, en lien avec le dossier sur les étudiants de première génération. Donc, si vous cliquez CAPRES puis vous cliquez EPG, vous allez tomber sur tout ça. Mais maintenant, je vous laisse avec quelqu'un qui en sait beaucoup plus que moi sur ce projet-là, Madame Sophie Duchesne, qui va être l'animatrice du webinaire. Sophie Duchesne est agente de recherche à la Direction des études et de la recherche de l'Université du Québec depuis 2008. Elle a participé, elle a collaboré à la définition de ce projet-là et elle a agi à titre de coordonnatrice et accompagné la communauté de pratique durant tout le temps que le projet a duré. Donc, je vous laisse maintenant avec Madame Sophie Duchesne. Bon webinaire. Merci Catherine. Bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer que ma voix porte un peu. Là, j'ai évidemment le petit rhume du printemps. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter les trois panélistes qui vont être au cœur du webinaire d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Linda Lavoie. Linda Lavoie, ici à votre gauche, là, à l'écran, qui est
qui est, en fait, qui est actuellement conseillère depuis plusieurs années, conseillère pédagogique en aide à la réussite à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à l'UQAC. Elle a collaboré, en fait, elle a été chargée de projet pour la première phase du projet sur les étudiants de première génération et elle est actuellement aussi chargée de projet pour la phase 2. Ensuite, Mme Claire Branchot, à sa droite, qui a collaboré également à la réalisation de la première phase du projet et qui est toujours avec nous pour la phase 2. Claire et Linda vont vous présenter les expérimentations réalisées dans le cadre par le regroupement de la Abitibi-Témiscamingue. Claire Branchot, excusez-moi, qui est, elle, pardon, conseillère pédagogique et aide à la réussite au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, Mme Chanoussa Aubin-Hort, qui, elle, est coordonnatrice et chercheuse à la chaire de recherche sur la persévérance scolaire et la littératie à l'UQAR. Chanoussa, qui a été chargée de projet pour la phase 1 du projet sur les étudiants de première génération, pour le regroupement du Bas-Saint-Laurent. Elle va vous présenter donc les résultats des expérimentations de ce regroupement-là. Et aussi, si on passe en même temps, en fait je vous souhaite la bienvenue à toutes les trois. Merci d'être là. Si on passe ensuite au déroulement, bien, vous voyez que on va commencer par une brève mise en contexte du projet. Donc, moi, je vais vous faire un retour sur le démarrage, puis le contexte de démarrage de ce projet-là. Ensuite, Linda et Claire vont vous présenter la démarche et les résultats des expérimentations de l'Abitibi-Témiscamingue. Chanoussa va vous présenter la démarche et les résultats des expérimentations pour la région du Bas-Saint-Laurent. Ensuite, Claire va revenir pour vous parler d'un petit projet qui a été mis en œuvre suite aux résultats de la phase 1. Donc, un projet qui s'est inspiré des résultats de la région du Bas-Saint-Laurent et qu'on a mis en place. Donc, c'est vraiment un transfert qui a été fait, qui n'était pas prévu au départ, mais qui a été fait dans le cadre de la phase 1 du projet. Moi, je vais revenir en conclusion aussi pour présenter brièvement qu'est-ce qu'on est en train de démarrer à l'heure actuelle. La phase 2 vient tout juste de démarrer, donc on va vous présenter brièvement qu'est-ce qui s'en vient. Et il y aura des périodes de questions tout au long de la présentation. Donc, après chaque présentation, on va se garder un petit 5 minutes pour des questions spécifiques à la présentation de chaque panéliste. Et à la fin, on aura une période un peu plus longue de questions, commentaires d'une vingtaine de minutes. Voilà, j'espère que je n'oublie rien. Ensuite, maintenant, je vais tout de suite commencer par vous présenter le contexte du projet. Tout d'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, puis je pense que Catherine l'a dit aussi en introduction, on a déjà réalisé un webinaire avec des membres du projet et c'est pourquoi là, ma présentation est beaucoup plus courte que dans le premier webinaire. Ceux qui n'étaient pas présents au premier webinaire vont pouvoir l'écouter en ligne. Puis, si vous avez des questions aussi, on pourra y répondre par la suite, là, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions en cours de séance. Donc, le projet Interroge sur l'accès à la persévérance aux études des étudiants de première génération, c'est un projet qui regroupe 3 universités du réseau de l'UQ et 6 collèges de 3 régions. Donc, on a dit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et l'Abitibi-Témiscamingue, qui est aussi en collaboration avec des partenaires locaux, des commissions scolaires, des organismes communautaires. Le projet a été financé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et soutenu par l'Université du Québec et le groupe ECOBS Recherche et Transfert. La problématique de base, c'est vraiment l'accès à la persévérance aux études supérieures des groupes sous-représentés. Donc, au Québec, il y a 4 groupes qui sont sous-représentés aux études supérieures, les familles sans antécédents d'études supérieures, donc nos étudiants de première génération, les communautés autochtones, les familles à faible revenu et les personnes en situation de handicap. Vous avez ici un graphique qui présente les taux d'accès à l'université selon l'appartenance à un groupe.
Et vous voyez que les 4 groupes qu'on vient de mentionner ont des taux d'accès beaucoup plus bas que les autres groupes de la population. Par contre, on sait que c'est vraiment la scolarité des parents qui ressort comme un des facteurs les plus déterminants de la participation aux études supérieures. C'est encore d'actualité aujourd'hui. La scolarité des parents est un facteur vraiment déterminant et très fort, là, et il touche également les autres groupes comme les communautés autochtones ou les familles à faible revenu. Au Québec, il y a des régions qui sont plus susceptibles, disons, qui ont des taux de scolarisation plus faibles. Et parmi les universités du réseau de l'Université du Québec, il y a certaines universités qui ont des taux d'étudiants de première génération plus élevés que les autres. C'est donc 3 de ces universités, donc l'UQAC, Chicoutimi, l'UQAR et l'UQAT, qui se sont alliés avec des collèges et des organismes de leur milieu, de leur région, pour développer un projet interordre qui visait à se doter d'outils de référence pour soutenir l'intervention en faveur de l'accès et de la persévérance aux études supérieures des étudiants de première génération. La démarche était vraiment une démarche de collaboration interordre, donc on a créé une communauté de pratique où étaient regroupés l'ensemble des universités, des collèges qui participaient au projet. L'idée était de se partager les connaissances et les expériences. On a tenté d'affiner nos connaissances sur les caractéristiques des étudiants de première génération à tous les ordres d'enseignement. Donc, on a analysé des données d'enquête au secondaire, au collège et à l'université et identifier des interventions adaptées à ces étudiants-là, les expérimenter et les évaluer dans les 3 régions du projet. Les principaux résultats, donc on a produit un portrait socio-éducationnel des étudiants de première génération, secondaire, collège, université. On ne vous présente pas ce portrait-là aujourd'hui, il a été présenté dans le cadre du premier webinaire et il est également tout détaillé sur le site du CAPRES. Là, il fait partie du guide de référence qui est sur le site du CAPRES. 8 interventions ont été expérimentées et évaluées dans les 3 régions. Et un guide de référence a été produit là, qui découle de tous ces 2 ans d'expérience-là, qui est, comme on disait, sur le site du CAPRES. Donc, le portrait socio-éducationnel des étudiants de première génération, c'est un morceau quand même important parce que c'est à partir de ça que les 3 regroupements régionaux ont défini les expérimentations qu'ils voulaient faire. Donc, il a fait l'objet du premier webinaire. Qu'est-ce qu'on en retient essentiellement? C'est que les étudiants issus de familles à faible capital scolaire au secondaire présentent des défis plus importants sur le plan de la réussite. Ils peuvent moins s'appuyer sur leurs parents, ils doivent définir leur projet d'études seuls. Ils sont plus souvent responsables de leur subsistance et ils ont des aspirations moins élevées. Une des statistiques qui a marqué beaucoup les esprits dans le cadre du portrait, c'est le 40% des élèves au secondaire qui sont issus de familles à faible capital scolaire, qui ne souhaitent pas poursuivre au-delà du secondaire leurs études. 40%. Donc ensuite, pour ceux qui poursuivent jusqu'au collège ou aux études supérieures, ils sont plus nombreux à s'insérer dans des programmes terminaux, un programme technique par exemple, pour insérer plus rapidement le marché du travail. Ils sont plus nombreux à faire des pauses d'études aussi entre le secondaire, le collège et l'université. Ils arrivent donc plus tardivement à l'université. Ils accordent plus d'importance à l'emploi. Le milieu de travail devient souvent un modèle signifiant, un lieu où ils définissent un projet d'études, mais lorsqu'ils retournent aux études, leur projet d'études est souvent plus définitif, plus réfléchi et plus construit en lien avec leurs objectifs d'emploi ou leur réalité actuelle. Tout ça nous amène à conclure que c'est très important de valoriser les études supérieures tôt dans le parcours de ces jeunes-là. Donc, ils ont moins de modèles, donc soutenir, leur présenter d'autres modèles signifiants, nourrir leurs aspirations scolaires et pour les aider à définir leur projet d'études. Donc, c'est vraiment à partir de ces constats et du portrait que les 3 régions ont défini et ont expérimenté 8 interventions interordres dans chacune des régions. Le regroupement du Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait l'objet du premier webinaire. Ils ont présenté leur expérimentation qui visait à
communiquer et mieux collaborer avec les parents pour faciliter les transitions entre le secondaire et les études supérieures. Ensuite, le regroupement du Bas-Saint-Laurent va en fait, l'expérimentation va vous être présentée aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin. Et même chose pour le regroupement de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour ce qui est des suites du projet, à l'heure actuelle, on vient tout juste de démarrer un projet qui s'inscrit vraiment en continuité avec la phase 1. On a reçu un financement du secrétariat à la jeunesse pour un projet de 3 ans. Donc, c'est à l'heure actuelle essentiellement les mêmes partenaires qui sont dans le projet. Puis l'objectif, c'est vraiment à partir des résultats de la phase 1, de bâtir des outils qui vont être davantage autoportants et qui vont vraiment permettre à d'autres milieux de les appliquer à d'autres régions, de les appliquer dans leur milieu ou dans leurs établissements. Donc, c'est vraiment de consolider les acquis de la phase 1 pour favoriser un transfert plus large. Je vais vous présenter à la fin du webinaire quelques éléments de cette phase 2-là. Mais la raison pour laquelle on vous en parle, c'est aussi parce qu'on est ouvert à élargir un peu plus le réseau de partenaires qui va participer à cette phase-là. Donc, si votre établissement ou votre région a un intérêt à se pencher davantage sur les étudiants, puis là, on parle d'élèves vulnérables, étudiants de première génération, oui, étudiants issus de milieux à faible capital scolaire au sens large. Donc, si vous avez un intérêt à mieux connaître et à intervenir auprès de ces étudiants-là, de manière concertée, faites-nous signe, puis on verra comment on peut vous associer au projet. Donc, voilà. Maintenant, je vais tout de suite passer la parole à Claire Branchot et Linda Lavoie. Je pense que c'est Linda Lavoie qui va commencer pour présenter les résultats du regroupement des expérimentations de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci Sophie. Alors bonjour. Alors en quelques minutes, je vais faire la présentation d'un projet qui s'est amorcé il y a bientôt 3 ans et demi en Abitibi-Témiscamingue. Alors, je vais vous faire un petit plan de la présentation. Alors, on va présenter notre démarche, l'appropriation du concept EPG, le contexte régional et les objectifs du projet ainsi que les 4 expérimentations. D'entrée de jeu, notre toile de fond en Abitibi-Témiscamingue, au moment où on amorçait le projet, nous avions au collégial 27 de PG, c'est-à-dire 3 étudiants sur 4. On avait à l'université les EPGU, les étudiants de première génération à l'université, 72 de notre clientèle, c'est-à-dire 3 étudiants sur 4. Donc, vous comprenez notre désir de vouloir s'investir dans ce projet-là et de mieux comprendre pour être en mesure de mieux soutenir cette clientèle-là. Alors, notre démarche s'est amorcée par la mise en place d'un comité interordre de 5 personnes composé de différentes personnes ou ressources du milieu. Nous avions une conseillère en orientation, nous avions une conseillère pédagogique, une conseillère au soutien à la réussite, une direction d'établissement. Un petit comité qui a été quand même très actif dès la première année, avec des rencontres régulières à tous les mois, parfois même 2 fois par mois. Facile de réunir le comité, nous étions que 5. Par contre, le contexte à l'époque des coupures dans le domaine de l'éducation est venu un peu affecter le fonctionnement de notre comité, les départs à la retraite, congé maladie, sabbatique, ce qui fait qu'actuellement, notre comité se compose de 2 personnes, Claire et moi. Mais on est quand même très active. Je dois souligner l'importance du soutien de nos directions dans la mise en place du projet et la réalisation des différentes expérimentations. Nous avons consulté de façon régulière nos directions pour valider notre lecture de la situation et aussi nos objectifs et nos désirs d'expérimenter certaines interventions. Et ce soutien-là, pour nous, a été vraiment très réconfortant. Une partie importante dans la mise en place du projet a été l'appropriation du concept EPG. Nous étions 5 au départ qui étions les 5 EPG. Alors, nous avions notre propre expérience personnelle, mais
comme vous, peut-être, nous avions beaucoup de questionnements sur cette population étudiante. Alors, les outils de connaissances que nous avions à l'université et au cégep ont été mis à profit. Je pense entre autres à ICOP, Prosper, Aide-nous à te connaître. Et effectivement, la documentation fournie par la communauté de pratique, je remercie grandement Sophie à cet effet-là, entre autres sur les pratiques inspirantes étrangères, qui nous ont beaucoup, beaucoup aidé à mieux comprendre la réalité des EPG, mais également le rôle que nous devions jouer et les pistes d'intervention. Et le portrait socio-éducationnel qui a été produit dans le cadre du projet. Je vous invite également à le consulter si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur les caractéristiques de nos étudiants EPG, parce qu'aujourd'hui, je n'en parlerai pas de façon distinctive. Et j'ajoute également un effort régional à mieux comprendre le parcours d'un étudiant au collégial et à l'université à partir du moment où on fait le recrutement et jusqu'à sa diplomation. Toujours avec une toile de fond d'une matrice où on a mis en évidence 4 axes qui nous paraissaient vraiment, vraiment importants si on voulait vraiment favoriser l'accès, le soutien et la persévérance des étudiants de première génération. C'est-à-dire valoriser les études supérieures auprès de ces clientèles et auprès de notre population régionale, collaborer de façon interordre, mais également avec la communauté, démystifier certaines étapes du parcours et soutenir à des moments précis les étudiants. Cette réflexion-là nous a permis de mettre en évidence des moments charnières qui venaient consolider l'impact de nos interventions. Alors, on a misé sur certaines interventions qui arrivaient à des moments du parcours qui étaient plus vulnérables pour nos étudiants de première génération. Et cette réflexion-là a pris plusieurs semaines à raison de plusieurs rencontres, mais je veux dire que c'était vraiment très profitable de le faire. Au moment où on a amorcé le projet, nous étions dans un contexte régional que je trouve important de vous présenter. Nous sommes une région ressource en Abitibi-Témiscamingue où les mines et les forêts sont vraiment très présentes et offrent des opportunités d'emploi et des très bons salaires. Actuellement, notre taux de chômage est à 5,5 %. Donc, beaucoup plus difficile de valoriser les études supérieures. Dans les familles, on va valoriser davantage l'accès à l'emploi et l'accès à des salaires très intéressants. Donc, on a un défi important à ce niveau-là. L'offre des études supérieures en Abitibi-Témiscamingue est quand même assez récente. On parle déjà du 50e pour le collège et nous sommes dans la 40e année au niveau de l'université. La mobilisation régionale, présente à cette époque-là, au niveau de la persévérance scolaire, était très importante et était beaucoup orientée vers les plus jeunes, le premier diplôme. Et nous, on trouvait important de pouvoir introduire cette réalité-là de nos étudiants aux études supérieures quant à l'importance d'être soutenus dans leur parcours scolaire. Et on a vraiment fait beaucoup d'interventions auprès de la communauté régionale pour pouvoir aller chercher un soutien aussi pour cette clientèle-là. Et j'ajoute également la préoccupation dans nos plans stratégiques au niveau du collège et de l'université à l'égard d'une meilleure connaissance de nos clientèles. Parce que vous constatez comme nous sûrement qu'il y a une évolution, des changements importants au niveau de la diversité de nos clientèles et de la diversité de leurs défis. Nous avons des clientèles émergentes, des clientèles étrangères, des clientèles qui font des retours aux études, des étudiants libres, et je pourrais vous en faire une liste encore beaucoup plus longue. Et lorsqu'on introduisait le concept des EPG, on se faisait répondre « Qui ça? » Les gens confondaient clientèle émergente, étudiants de première génération, ils ont des besoins, des situations de handicap. Et on s'est rapidement rendu compte qu'on avait un travail à faire pour faire reconnaître et connaître les EPG. Parce qu'on veut les soutenir dans leur parcours, favoriser leur accès, mais il faut toujours bien commencer à bien comprendre leur réalité. Les besoins des étudiants de première génération qui, pour nous, ont été mis en évidence, évidemment, dès le départ, dès l'admission, que les EPG se sentent reconnus et compris par rapport à leur réalité, leur besoin d'acquérir de bonnes stratégies d'apprentissage. Plusieurs EPG font un retour aux études, sont admis sur une base d'expérience et ont
pas eu l'opportunité de développer leur stratégie d'apprentissage, le besoin de développer également un bon sentiment de compétence, de connaître les ressources d'aide mises à leur disponibilité, à leur disposition, et d'apprendre à équilibrer vie personnelle et vie académique. Dans la perspective où souvent nos étudiants sont plus âgés, arrivent avec des responsabilités familiales plus importantes et ont à relever les mêmes défis au niveau académique. Et finalement, l'importance de se référer à un modèle signifiant. Alors, à travers le portrait socio-économique, on a mis en évidence les caractéristiques des étudiants EPG, mais également leurs besoins. Mais je dois aussi insister sur les forces de nos étudiants de première génération, et elles sont nombreuses. Ce sont des étudiants très engagés dans leur projet d'études, très déterminés, et qui, une fois où ils sont soutenus, ils se sentent compris, ils font des efforts très significatifs et réussissent aussi bien que les étudiants non EPG. Nos objectifs au niveau de la communauté régionale se sont orientés vers l'importance de valoriser l'accès aux études supérieures auprès des adultes, des jeunes adultes qui poursuivent un projet d'études supérieures, qui ont un intérêt, qui ont le potentiel, et également la population régionale, qui sont en fait la famille, les amis, les employeurs, qui peuvent aussi mener ou porter un discours de valorisation des études supérieures. Et l'autre objectif que nous poursuivions, l'importance de reconnaître et de soutenir les étudiants EPG par des mesures institutionnelles. Nous avons travaillé beaucoup sur la clientèle qui était en place ou en devenir très prochainement dans nos établissements. Alors, tous nos étudiants qui sont en place et les étudiants en recrutement, de même que le personnel en contact direct avec les étudiants qui joue un rôle important au niveau du soutien et de la persévérance de nos étudiants. 4 expérimentations, dont 3 menées en parallèle, campagne de valorisation des études supérieures, bourse institutionnelle, signature EPG et un référentiel d'accompagnement au projet d'études. Les 3 premières expérimentations, premièrement, la campagne de valorisation des études supérieures a été menée dans un esprit de collaboration, d'une part avec nos services des communications, c'est un incontournable, pour nous guider, mais également pour permettre de faire pénétrer cette campagne de valorisation dans l'ensemble des actions portées par nos communautés. Et nous avions aussi vraiment un beau projet de collaboration avec la communauté. Je nous resitue dans le contexte, nous sommes en fin 2015 et non, fin 2015, c'est ça, et nous avons eu à vivre la fermeture des conseils, des conférences régionales des élus. Donc, tout notre beau projet de plan de communication avec la communauté socio-économique a dû être révisé et relancé sous un nouvel angle parce qu'on vivait une situation particulière au niveau socio-économique. Le projet des études supérieures ou le concept portait sur les études supérieures, j'y crois. Le message s'adressait aux parents et s'adressait aux jeunes adultes également. Nous avons tenu une conférence de presse régionale où toute la communauté socio-économique a été invitée et nous trouvions vraiment important de faire porter le message dans tous les milieux par cette communauté-là. La campagne a été diffusée aux heures de grandes écoutes dans les médias régionaux sur Facebook. Vous voyez apparaître à l'écran les affiches et également un petit vidéo d'1 minute que je vous présente à l'instant. Mon père est issu du monde ouvrier. Je suis le premier de ma génération à faire des études supérieures. C'est un grand accomplissement. J'en suis très fier. Moi, personnellement, je suis pas allée au cégep, mais j'ai toujours voulu partager avec les enfants que c'est très important de continuer d'aller à l'école. C'est une fierté pour un parent lorsqu'on sait que nos enfants ont atteint des buts par eux. Nous aussi, on a atteint notre but. Le cégep, l'université, c'est pour tous. Par l'éducation, on va s'amener de meilleures conditions de travail. Quand on y croit, tout est possible. Alors, ça clôt un peu la campagne de valorisation. Rapidement, je parle des bourses institutionnelles et de la signature EPG. Alors, on souhaitait soutenir nos étudiants davantage et une des mesures de soutien importantes, évidemment, le soutien financier. Alors, nous avons travaillé la mise en place de bourses
en travaillant en collaboration avec nos fondations. Nous avons eu un travail de sensibilisation assez important à faire auprès de nos fondations. La recherche de donateurs. Ça a été une partie plus facile lorsqu'on s'adressait à des donateurs et qu'on leur expliquait la réalité des EPG. On avait souvent une réponse à « moi-même, je suis EPG et je comprends la réalité. Oui, je suis intéressée à les soutenir. » Alors, ça s'est fait quand même assez bien. Et toute la démarche de promotion de la campagne. On avait un double objectif. Évidemment, soutenir nos étudiants de première génération, mais également faire connaître la réalité des EPG à travers cette campagne de bourse. Alors, toute la démarche au niveau des critères d'évaluation et l'analyse aussi des demandes nous a permis de parler beaucoup des EPG et on a été très surpris pour une première année de recevoir autant de dépôts de candidature. À l'UQAT, je me rappelle, on était à peu près à 150 mises en candidature. C'était beaucoup pour une première année. Et nous avons aussi profité de la tribune que nous a offert les 2 galas au Cégep et à l'université pour encore une fois parler de la réalité des étudiants de première génération. En parallèle, comme je dis, nous avons tenu la campagne, les bourses et la signature en même temps parce que c'était interrelié. Nous voulions que les étudiants de première génération se reconnaissent et on voulait les faire reconnaître, mais dans un esprit très positif, sans les stigmatiser. Alors, la campagne sur les bourses nous a énormément aidé à découvrir une caractéristique qui est très significative pour les EPG, c'est la fierté. La fierté d'être aux études supérieures, la fierté de faire la différence dans ma famille, d'être le premier, mais aussi la fierté d'être un modèle pour mes enfants et de faire la différence aussi dans un futur emploi et au niveau de l'économie régionale. Et nous avons validé ce concept-là auprès des conseillers en orientation qui nous ont confirmé qu'effectivement, lorsqu'un étudiant souhaite aller à l'université, un des messages qu'il porte, c'est « moi, je serais fière d'avoir un diplôme universitaire ». Alors, nous avons récupéré cette caractéristique-là et nous en avons fait la signature des EPG. Alors, être EPG, c'est la fierté de faire la différence. Enfin, nous arrivons à la dernière partie. Alors, c'est la présentation du référentiel d'accompagnement au projet d'études, qui est la dernière expérimentation pour l'Abitibi-Témiscamingue. Et je partage cette présentation-là avec ma collègue Claire Branchot. Merci. Merci, Linda. Alors, la 4e expérimentation correspond effectivement au référentiel d'accompagnement au projet d'études. On a choisi de développer cet outil-là à partir des constats que Linda a soulevés tantôt. Et donc, de là, la méconnaissance des étudiants EPG. C'est-à-dire que dès le début de nos travaux, on s'est rendu compte que l'existence même des étudiants EPG était méconnue dans nos milieux. Parallèlement à ça, on était conscient de la diversité de nos populations étudiantes, mais on voyait l'importance de caractériser cette diversité-là de façon à bien ajuster nos interventions à leurs caractéristiques et aussi les méthodes pédagogiques au niveau de l'enseignement. D'ailleurs, ça constitue cet aspect-là, caractériser les diversités de nos populations étudiantes et l'adaptation de nos interventions, ça constitue des actions prioritaires qui sont clairement inscrites dans nos plans, dans les plans stratégiques de nos établissements au CAT et à l'UQAT. Alors donc, dans le référentiel, prenant conscience que les réalités de nos étudiants étaient méconnues, ce qu'on a choisi de faire, donc, c'est de développer un outil, c'est-à-dire d'outiller les intervenants directs auprès des étudiants, de façon à leur faire connaître les caractéristiques de nos populations étudiantes et les services en place. Ça nécessitait évidemment un recueil, une cueillette d'informations importantes et compte tenu des travaux ou des dossiers qu'on avait déjà à traiter dans nos plans de travail, on a choisi d'embaucher une agente de recherche qui avait le mandat de recueillir des informations pertinentes sur les caractéristiques de nos étudiants, mais de relever aussi les moments charnières importants, tant dans le parcours étudiant au cégep que dans le parcours à l'université. Elle avait aussi pour mandat de faire l'inventaire des services existants au cégep et à l'université pour répondre aux besoins des étudiants compte tenu de leurs caractéristiques. Et dans les caractéristiques des étudiants, évidemment, il y avait la population des étudiants de première génération qu'on voulait faire ressortir. On voulait faire ressortir leurs besoins, leurs caractéristiques, les obstacles qu'ils rencontrent. Mais on voulait le faire aussi pour d'autres populations étudiantes qui rencontrent des vulnérabilités
vivent des situations de vulnérabilité, comme les étudiants aux besoins particuliers ou les étudiants internationaux qui changent de pays, qui arrivent dans une nouvelle culture, des nouvelles façons de faire dans les établissements d'enseignement. Alors, on trouvait important de faire ressortir les situations de vulnérabilité que ces étudiants-là rencontrent et les besoins qui en découlent. Donc, l'agente de recherche avait pour mandat de faire ressortir les informations pertinentes au niveau des 3 aspects que je viens de vous mentionner. Ce qu'on trouvait très important aussi, c'était que ce soit collé à la réalité de nos établissements. Fait qu'au point de départ, est allé examiner analyser les données statistiques qu'on avait dans nos établissements sur les populations étudiantes. Donc, on parle de ECOP Prospère à l'université, Aide-nous à te connaître, les données du service régional du Montréal métropolitain au Cégep et nos banques de données locales. Lorsqu'elle a terminé l'outil a été soumis, la première version de l'outil, elle a été soumise à une consultation auprès de différents partenaires. Et là, vraiment, il y a plusieurs groupes qui ont été consultés. On parle des membres de notre direction, évidemment, mais on parle des enseignants de programmes, de départements, des modules à l'université, des conseillers pédagogiques à l'approbation à l'enseignement, au soutien à l'enseignement, des conseillers pédagogiques aux services adaptés, conseillers d'orientation. Alors, les professionnels de à peu près tous les champs d'intervention au Cégep comme à l'université ont été consultés. Il y a eu vraiment plusieurs ajustements à l'outil et autant de... c'est ça, il y a eu plusieurs ajustements à l'outil. Il y a eu vraiment plusieurs commentaires et nous, on a ajusté l'outil en fonction des commentaires qu'on a reçus, évidemment. Mais dans les commentaires qu'on a reçus, il y en a plusieurs qui portaient sur le fait que c'était important de s'assurer de faire une animation autour de l'outil. C'est-à-dire de ne pas juste produire un outil qu'on allait remettre, mais de faire une animation de façon à en maximiser l'utilisation de cet outil-là et de façon à s'assurer qu'il ne se retrouve pas sur une tablette. Fait qu'on le distribue, on le regarde, il est bien beau, puis on met ça de côté, puis on l'oublie. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a retenu, l'importance d'avoir un outil papier, oui, qu'on pouvait aussi mettre sur Internet, une version électronique, mais aussi l'importance de faire de l'animation et de la diffusion de l'outil des tout indissociables. On a retenu ça et je vais vous en parler dans quelques minutes. Je vais vous parler de l'animation et de la diffusion qu'on fait depuis le début de la présente année scolaire. L'outil comme tel, on s'est vraiment, oui, on s'est assuré de recueillir l'information pertinente, autant au niveau des caractéristiques des étudiants, des besoins, des moments charnières, que des services qu'on a liés à ces besoins-là. Mais on trouvait important de se questionner sur le format pour que ce soit utilisé le plus souvent possible. Alors, le format, on a choisi, on a opté pour une pochette qui contient de l'information vraiment succincte et de l'information qui est facile à consulter. Et c'est de cette façon-là qu'on a choisi de diffuser l'outil. Vous le voyez d'ailleurs sur la diapo qu'on vient de montrer. Donc, depuis le début de la présente année scolaire, on a commencé à présenter l'outil dans les programmes départements. En fait, il y a actuellement 25 groupes à qui l'outil a été présenté. Il a été présenté à des groupes d'enseignants, de programmes, de modules. Il a aussi été présenté à des services, dont le service des affaires étudiantes ici au collège, un groupe d'intervenants du campus de Val-d'Or notamment. Et on a réussi à rejoindre de cette façon 300 personnes. C'est pas terminé, on continue la diffusion de cet outil-là et l'animation. Il y a encore plusieurs groupes à rencontrer. Ça fait toujours partie de la phase 2. Je vais vous en parler tantôt. Je vais vous parler des suites. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'animation qu'on fait autour de cet outil-là,
Ça a créé vraiment beaucoup d'échanges avec les gens à qui on l'expose. C'est une belle occasion, ça nous offre une belle porte d'entrée pour parler des caractéristiques de nos étudiants, pour parler des préoccupations des intervenants par rapport à leurs besoins, par rapport aux besoins des étudiants. Parler aussi des services qu'il y a dans nos établissements pour répondre à leurs besoins. Et puis là, il faut savoir que la main gauche dans nos établissements, c'est pas toujours ce que la main droite fait. Et donc, il y a plusieurs interventions qui sont là pour soutenir les étudiants, qu'il y ait des intervenants qui ne sont pas nécessairement dans ces services-là, qui n'en sont pas conscients, mais qui sont parfois en contact ou qui sont. Les étudiants vont leur exprimer leurs besoins, puis s'ils sont conscients des services, bien, c'est sûr que la référence est meilleure. Bon, là, je vois Sophie qui apparaît, donc il faut que j'abrège. Dans les suites, on poursuit nos présentations. On va faire la rédaction d'un guide d'élaboration et d'animation du référentiel qui va prendre en compte évidemment les commentaires qu'on reçoit pendant nos présentations. Jusqu'à maintenant, les commentaires reçus sont très positifs. Autant de façon informelle, on a aussi soumis le référentiel à des sondages Omnivox. On estime que c'est une réussite et on veut vraiment, et on tient à saluer l'implication de tous les gens qui se sont impliqués dans le projet, dans nos établissements. En terminant, je vais vous dire que les principaux constats qu'on fait à la suite de nos 4 expérimentations, c'est qu'on a vraiment suscité l'intérêt autour des étudiants de première génération. On n'entend pas très souvent qui sont les étudiants de première génération dans un établissement aussi de qui on parle quand on parle des étudiants de première génération. Donc, ils sont de plus en plus reconnus, ces étudiants-là, ils se reconnaissent eux-mêmes. Ça nous aura permis de mettre en évidence la diversité de nos populations étudiantes. Et ça a créé des nouvelles opportunités de collaboration entre le cégep, l'université et dans la communauté aussi, dont on travaille présentement à la valorisation, sur un projet, sur une campagne de valorisation du diplôme et de la diplomation. J'ai terminé, Sophie. Sophie, ton son n'est pas ouvert, on ne t'entend pas. Merci. Merci beaucoup, Claire. Merci à Linda aussi. Je ne sais pas si on a des questions à l'heure actuelle. On a Mme Boulay qui demande, est-il possible d'avoir accès à votre document pour consultation? Comme on disait tout à l'heure, là, vraiment tout est disponible sur le site du CAPRES. Je pense qu'à la fin du webinaire, Catherine va vous envoyer un courriel avec le lien vers le site. Puis là, vous avez tous les outils qui ont été développés sont sur le site. Donc, vous avez les 2 référentiels, le vidéo de la campagne, la signature, les modèles les formulaires de bourse aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que non. Est-ce que Claire et Linda, vous voulez ajouter quelque chose? On a peut-être une petite minute qui nous reste. Ton son, Linda. Merci. Alors, oui, c'était un projet de grande envergure, je pense, pour nos petits établissements, mais aujourd'hui, je dois vous dire que je suis vraiment contente d'avoir participé à ce projet-là et d'avoir réussi à porter le message et la réalité des EPG. Et je suis convaincue que pour nos étudiants, lorsqu'on va parler d'accès ou de persévérance, ce projet-là va avoir fait une différence. Et sa poursuite aussi génère déjà de nouveaux projets. Nous avons toujours cet angle-là des étudiants de première génération lorsqu'on intervient dans un projet ou qu'on a une idée de projet quelconque. Et déjà, dès l'automne, on projette d'avoir des ateliers spécifiques pour les étudiants EPG qui font un retour aux études, qui débutent des études universitaires, qui ont des besoins particuliers. Alors, on a tenu compte de la réalité, on leur a offert organiser une nouvelle formation qui, je pense, va faire la différence. Donc, c'est un acquis maintenant. Il faut juste maintenant maintenir ces efforts-là et maintenir une offre adaptée à cette réalité-là. Alors, je vous encourage à vous investir auprès des EPG. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que on a une petite question
qu'on peut y répondre? Est-ce que la formation continue participe au projet? Est-ce que le secteur de formation continue, oui, c'est ça? Au collège, là, Pour l'université, c'est envisageable, c'est sûr. J'avoue, on n'avait pas encore envisagé non plus à l'université cet angle-là, mais je pense qu'on va le considérer dans nos démarches prochaines. Merci. Connaissant les caractéristiques des étudiants de première génération, certainement qu'on doit en retrouver quand même plusieurs, des proportions importantes là, dans le secteur de formation continue. Ouais. Parfait, ben merci beaucoup. On va maintenant donner la parole à Chanoussa Aubin-Hort, qui, comme je vous disais, était chargée de projet là, pour la région du Bas-Saint-Laurent. Elle va nous présenter les résultats des expérimentations réalisées dans sa région. Donc, merci beaucoup, Sophie. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les expérimentations qui ont été réalisées au Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord, glisser un mot sur la collaboration régionale, ainsi que le contexte de démarrage du projet. Je vais vous présenter aussi la démarche puis les principaux résultats des 2 volets du projet, parce qu'on a 2 volets au Bas-Saint-Laurent. Puis ensuite, à travers tout ça, je vais vous parler des suites du projet, soit la phase 2 EPG 2017-2020. Alors, pour ce qui est du contexte de la collaboration régionale, pour mettre en place le projet, on a pu compter sur un comité régional interordre, un super comité. Le comité était porté par des représentants du Cégep de Rimouski et de l'Université du Québec à Rimouski. Tous les membres ont été impliqués étroitement tout au long du projet. On a eu une dizaine de rencontres et chacun apportait leur connaissance, leur expertise au moment opportun. Comme vous allez le voir au cours de la présentation aussi, le projet a aussi permis de créer des liens avec des partenaires locaux et régionaux. Puis, on a pu collaborer avec 2 d'entre eux. Donc, on a vécu une grande mobilisation de la part des différents acteurs impliqués tout au long du projet, que ce soit de la communauté de pratique avec l'Université du Québec, les 3 autres régions, le comité régional, tous les participants aux expérimentations, puis aussi les partenaires locaux et régionaux. Donc, moi, je tiens vraiment à remercier tous les participants pour leur grand engagement. Donc, pour ce qui est du contexte de démarrage, l'UQAR puis le Cégep de Rimouski, c'était très, très important dès le départ pour eux d'expérimenter une forme de mentorat qui est orientée vers l'accompagnement des EPG. Puis, il était primordial aussi pour les membres du comité régional de développer des interventions interordres à tous les niveaux d'enseignement. Et donc, ils voulaient travailler sur tout le continuum de la persévérance, du primaire jusqu'à l'université. Donc, on a regardé la littérature et tout ça, et on a choisi d'axer notre projet autour du modèle signifiant. Donc, ce choix-là émane des constats de la littérature selon lesquels les étudiants de première génération évoluent plus souvent en l'absence de modèle signifiant immédiat dans leur famille quant à la réalisation de leurs études. Également, il sortait du portrait socio-éducationnel qui est disponible sur le site du CAPRES que les EPG ont des aspirations scolaires plus limitées. Puis, c'est important parce que le contact avec des modèles signifiants peut contribuer à alimenter les aspirations scolaires et professionnelles des élèves d'ordre primaire. Puis ça a été aussi constaté chez les élèves, les étudiants du Cégep. Donc, on a 2 volets au projet du Bas-Saint-Laurent. Le volet 1, formaliser une démarche pour agir plus efficacement en tant que modèle signifiant auprès des jeunes du primaire et du secondaire. Et notre volet 2, c'est d'implanter un programme interordre de mentorat par les pairs, université collégiale, orienté vers l'accompagnement des EPG. Donc, les objectifs généraux du volet 1, d'abord, c'était de s'associer à des initiatives de la région et de développer et d'évaluer des activités interordres pour offrir aux élèves participants des occasions de rencontrer des modèles signifiants. On voulait former, pour être modèle signifiant, des étudiants de première génération du milieu universitaire et aussi des animateurs des initiatives ciblées qui pouvaient, eux aussi, être des EPG. Donc,
La première collaboration s'est faite avec le programme Je suis capable, qui est coordonné par le Carrefour des sciences et technologies de l'Est du Québec. Le programme Je suis capable est offert aux élèves de 9 classes de 5 et 6e année du primaire de 8 écoles situées dans des secteurs ruraux qui sont défavorisés, peu exposés au contexte scientifique et ont très haut taux de sortie sans diplôme secondaire. Donc, pour nous, c'est intéressant parce que ça constitue un bassin potentiel d'élèves issus de familles à faible capital scolaire. Donc, les élèves qui participent au programme, durant 2 ans, ils assistent à 16 journées d'ateliers animés par des animateurs scientifiques, donc 8 journées par année. Et les élèves, les enseignants avec quelques parents se déplacent à l'UQAR, au cégep de Rimouski, à l'ISMER, au musée régional, pour vivre des ateliers scientifiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Je suis capable? C'est que quand j'ai rencontré la directrice du programme, elle souhaitait des moyens permettant aux animateurs de leur atelier d'aller au-delà de la transmission de leur passion scientifique, de leur connaissance scientifique. Donc, il voulait qu'ils interviennent au niveau plus personnel auprès des jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a développé un guide simple à l'intention des animateurs scientifiques qui décrit le rôle que peuvent jouer les modèles signifiants, et ce, dès le primaire. Puis, un guide qui propose des pistes pour leur permettre d'enrichir leurs propos d'éléments signifiants. Ce qui comporte le guide, là, il est très simple. Ça comporte des éléments, par exemple, on leur dit qui a éveillé votre intérêt pour votre discipline, votre domaine. Ça peut être un objet, un film, un événement, un voyage. Racontez-le. Si vous êtes un EPG, vous pouvez le signifier. Si vous avez fait des arrêts, des retours, si vous avez des trajectoires non linéaires, atypiques, racontez-le. Si vous avez étudié en région, etc. Donc, c'est des idées toutes simples, mais qui leur donnent des lignes directrices de comment et quand et où et comment le faire. Donc, on pourrait penser que les animateurs scientifiques, quand ils se présentent au début, vont prendre ces éléments-là. Il y en a qui le font parce qu'il y en a qui font ça naturellement, de se présenter, juste un petit gars par chez vous, mais la grande majorité, ce que la responsable du programme Je suis capable disait, ne le faisait pas. C'était une présentation très classique, nom, études, puis qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc, on a présenté le portrait des EPG qui est disponible sur le site du CAPRES et le contenu du guide à 20 animateurs et co-animateurs d'ateliers lors de 2 formations qui étaient déjà offertes par le programme Je suis capable. Donc, on est venu s'insérer dans l'initiative. Donc, ça, c'était vraiment bien pour la mise en œuvre du projet. Donc, on a donné les directives aux animateurs à l'aide du guide, préparer un contenu de 3 à 5 minutes portant sur leur trajectoire scolaire et ou professionnelle, puis intégrer ce contenu-là comme introduction aux ateliers. Donc, vous allez vous présenter au début de votre atelier, puis vous allez parler de votre trajectoire scolaire. Les principaux résultats au niveau des animateurs comme modèle signifiant, c'est que de structurer puis formaliser la démarche a permis de consolider le rôle positif des animateurs en tant que modèle signifiant. Donc, ils comprenaient l'importance de leur rôle, ils savaient quand et comment le faire. Ça a été aussi une formule qui a été appréciée par les animateurs et on dit qu'ils aimaient mieux ça que de préparer une présentation plus traditionnelle, systématique, où on va énumérer, bon, j'ai fait un deck, un bac, etc. Donc, puis les animateurs, lors de l'expérimentation, ils ont vraiment travaillé fort. Ils ont présenté des parcours scolaires puis des professionnels qui étaient ponctués d'éléments captivants. C'était étoffé, c'était dynamique. Donc, ça a été très apprécié par les animateurs et les responsables du projet. À la fin du projet aussi, on a interrogé sur les messages retenus par les élèves. On a interrogé les élèves pour leur demander qu'est-ce que vous retenez des présentations des animateurs. Puis, c'est super intéressant, ça concerne différents éléments qui peuvent être signifiants. Pour nourrir les aspirations, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, il y avait 130 élèves qui ont participé, qui ont été interrogés. Il y en a 11 personnes qui se souviennent d'une animatrice qui avait vécu de grandes difficultés scolaires au primaire et au secondaire. Puis on parle de difficultés scolaires. Elle a raconté qu'elle avait été dyslexique, qu'elle avait redoublé, qu'elle avait vécu des échecs. Puis, il y en a 11 qui se rappellent, bon, mon Dieu, elle était à la maîtrise, puis elle avait tout parcouru ce chemin-là.
Donc, on peut voir ici la citation d'un des jeunes. La première citation, c'est beau de voir qu'elle avait persévéré pour faire ce qu'elle voulait faire. Également, il y en a beaucoup qui ont retenu 32, des parcours non linéaires et atypiques des animateurs. Donc, si on voit la deuxième citation dans la bulle, leurs parcours spéciaux, se rappelait des parcours spéciaux qui n'ont pas suivi tout le même chemin. Ils ont parfois commencé dans un autre domaine. Il y en a un autre qui disait hey, mais il a arrêté puis il a continué. Donc, c'est intéressant de voir les mots d'enfants sur qu'est-ce qu'ils se rappelaient, ce que les animateurs ont dit. Puis là, ils ont peut-être vu l'atelier en février, puis ils se rappelaient de ces moments-là en juin. Donc, c'est assez intéressant. Également, bien, il y a 45 personnes qui ont dit avoir aimé connaître les parcours scolaires et professionnels des animateurs. Et bon, pour la dernière citation, c'est la sociologue en moi qui veut vous la lire parce que je la trouve super. J'aime voir ce que les gens ont parcouru avant de trouver ce qu'ils sont. Alors, c'est de la poésie. C'est très intéressant. Il y a aussi 19 élèves qui se rappelaient que les animateurs étaient des étudiants de première génération, mais dans leurs mots. Alors, on peut voir dans la bulle, certains étaient les premiers étudiés dans leur famille. Ça, c'est leurs propres mots aux élèves. Leurs parents n'avaient pas étudié. Il y en a qui se rappelaient, leurs parents ne sont pas allés à l'université. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ils se rappelaient aussi des animateurs qui venaient de leur région, de leur village. Puis aussi, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit qu'ils avaient aimé les présentations parce que ça permettait de mieux connaître l'animateur. Puis, si on les connaît mieux, ben, c'est moins gênant après d'aller leur parler. Puis, il y en a d'autres qui disaient, ben, si on les connaît mieux, on peut mieux les écouter. Donc, ça aussi, c'est un élément intéressant qui est ressorti qu'on ne s'attendait pas. On a continué une collaboration, toujours dans la perspective du volet modèle signifiant avec l'Expo Sciences locale, qui était à l'école secondaire du Mistral, de la commission scolaire des Forts. Donc, l'école est dans un secteur avec un bassin potentiel d'élèves issus de familles à faible capital scolaire. L'Expo Sciences, c'est une compétition pour les élèves de tous les cycles du secondaire. Ça consiste à présenter à un jury un projet scientifique qui est réalisé dans l'année scolaire. Donc, ce qui était intéressant pour nous, c'est que la participation était obligatoire pour les élèves du 5e secondaire dans le cadre d'un cours de chimie. Donc, ce n'était pas juste des élèves là, volontaires qui étaient dirigés dans un parcours scientifique. Il y avait aussi des élèves en général. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec l'Expo Sciences? C'est que là, on a, au lieu d'animateurs scientifiques, c'est 7 étudiants ressources universitaires qui ont été engagés pour accompagner 7 équipes d'élèves dans l'élaboration de leur projet d'Expo Sciences. Donc, on a présenté aux étudiants le guide que je vous ai parlé tout à l'heure sur l'importance des modèles signifiants, puis on a leur présenté aussi le guide du mentor de l'Expo Sciences. Puis on a donné comme directive aux étudiants d'utiliser les éléments signifiants proposés dans le guide, puis en ponctuer leurs échanges avec les étudiants tout au long de leur accompagnement puis leur rencontre. Donc, ce n'était pas lors d'une présentation de 5 minutes, mais bien tout au long de leurs échanges avec les étudiants. Donc, il y a eu 3 à 6 rencontres contact avec les élèves de 60 à 80 minutes à l'école secondaire. Donc, les étudiants de l'université, sur l'heure du midi, allaient travailler avec les élèves du secondaire. C'était très intéressant dans leur classe, dans leur laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour les principaux résultats? C'est que formaliser l'accompagnement des étudiants ressources avec un guide simple, mais ça a permis de structurer et soutenir la démarche des étudiants ressources. Ils disaient, ça m'a donné des lignes directrices, on avait fait un focus group avec eux, ça m'a donné confiance quant à mon rôle aussi. Donc, je savais quoi faire, puis je savais quoi dire. C'est aussi une formule étudiants ressources interordre avec des élèves qui ont vraiment apprécié les élèves du secondaire. Les élèves du secondaire nous ont dit que oui, les étudiants ressources leur avaient transmis leurs connaissances, leur passion, puis avaient partagé leur expérience des études collégiales et universitaires. Et ça a été également une formule très appréciée par les étudiants ressources. Il avait été engagé là, pour l'expérimentation, mais il disait sans aucun doute, l'ensemble des étudiants ressources ont dit qu'ils participeraient à ce type d'accompagnement bénévolement.
Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce volet-là? C'est que la rencontre de modèles signifiants permet de démystifier les parcours non linéaires, difficultés, arrêt-retour, non traditionnels. Ça démystifie les parcours pour les élèves du primaire et du secondaire. Ces modèles sont signifiants puisqu'ils sont souvent issus de milieux à faible capital scolaire, ont vécu des difficultés scolaires ou suivi des parcours de formation moins traditionnels. Donc, l'intégration formelle de notre volet au sein d'activités de programmes déjà existants qui œuvrent auprès des jeunes du primaire et du secondaire, c'est vraiment une avenue intéressante sur le plan de la mise en œuvre et de la faisabilité. Et également, le recrutement d'étudiants EPG, non EPG, bénévoles et la formule d'accompagnement interordre des étudiants du collège ou de l'université qui viennent travailler avec des élèves secondaires, c'est envisageable. Donc ça, c'est aussi intéressant. Pour ce qui est des suites du projet, mais ce qui est le fun, c'est que déjà, Je suis capable, le programme Je suis capable poursuit ce volet-là avec leur animateur depuis 2015. Donc, ça montre comment ce volet est transférable et pérennisable. Puis, on va voir tout à l'heure, tantôt, avec la présentation de Mme Claire Branchot, qu'est-ce qui en a été pour ce transfert de ce volet-là en Abitibi-Témiscamingue. Et également, bien, pour la phase 2, 2017-2020, qui vient de débuter en avril, on va consolider les outils issus de l'expérimentation. On va bonifier le guide initial. Puis, le guide va être destiné aux intervenants scolaires et communautaires, hein, mais qui œuvrent dans des activités scolaires, parascolaires. Ça peut être des activités culturelles, des activités de sport, insertion socio-professionnelle, exploration de métiers, etc. Donc, on veut que ça s'adresse aux intervenants qui travaillent auprès des élèves du primaire et du secondaire, mais ça pourrait être aussi collégial. Ensuite, on va développer des stratégies d'accompagnement du guide et aussi des stratégies d'appropriation du guide. Donc, c'est ça qu'on va faire pour le volet 1 dans la phase 2. Pour ce qui est de notre volet 2, l'objectif général, c'était de développer et évaluer un programme interordre de mentorat étudiant orienté vers l'accompagnement des étudiants de première génération. Donc, le programme interordre de mentorat était sous la supervision du service en enseignement et l'aide à la réussite du Cégep de Rimouski, une super équipe, je dois dire. Et le mentorat était fait en diade sous forme mentor-mentoré. Donc, on avait 9 étudiants mentors inscrits à un programme de premier, deuxième ou troisième cycle de l'Université du Québec à Rimouski, donc 6 EPG, qui accompagnaient 11 mentorés inscrits dans le programme d'encadrement personnalisé PEP pour la deuxième fois. Donc, 4 mentorés. 4 EPG, excusez. Donc, il y avait 2 mentors qui avaient 2 mentorés, mais les rencontrer individuellement à chaque fois. Je vais vous parler un peu du programme d'encadrement personnalisé PEP. Pardon. Le PEP, c'est une mesure d'aide à la réussite du Cégep de Rimouski. Il vise à soutenir les étudiants admis sous condition puis qui ont connu des échecs à plus de 50% de leur cours. Quand les étudiants sont inscrits au programme PEP une première fois, ils sont accompagnés d'un tuteur. Hein, ils reçoivent un soutien d'un tuteur. Mais quand ils sont inscrits au programme PEP la deuxième fois, habituellement, ils n'ont pas de tuteur. Alors, toute l'idée de leur jumeler un mentor, ça devenait un soutien complémentaire pour ces étudiants-là. Donc, c'est là que le projet a introduit les mentors dans le PEP deuxième fois. Alors, le programme interordre de mentorat par les pairs s'est déroulé du 18 février au 30 avril 2015. On a offert un guide du mentor, on a remis un guide du mentor aux mentors et on leur a offert une formation de 3 heures. Il y a eu 4 à 5 rencontres mentorales de 60 minutes à 90 minutes tout au cours de la session. Donc, il y avait des rencontres mentorales à peu près aux 2 semaines et les rencontres pouvaient se dérouler au Cégep de Rimouski ou ailleurs dans un lieu public. Et également, il y avait une activité jumelée avec le mentor, mais c'était selon les besoins du mentoré. C'était à discrétion du mentoré.
Ils pouvaient décider de ne pas la faire, mais la majorité l'ont fait. Ça peut être une visite de l'université, visite d'un lieu de travail, rencontre avec un professeur ou un étudiant dans son domaine à l'université. Puis, ça pouvait être fait par contact, mais maintenant, il y a des gens, une équipe qui a fait rencontrer un spécialiste, un directeur de programme d'une école qui voulait aller en aéronautique, genre à Boucherville, en visio. Donc, c'est le fun maintenant, là. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme activité pour les faire découvrir des contextes plus institutionnels et scientifiques. Donc, les principaux résultats, ça concerne la mise en œuvre du programme interordre de mentorat. Bien, c'est que l'inscription du programme dans une structure existante, hein, du cégep, le PEP. Ensuite, les principaux résultats, c'est que le programme a été très bien accueilli et apprécié par la majorité des mentorés puis des mentors au niveau de la structure, organisation et utilité du programme. La formule interordre a été appréciée unanimement par les mentorés parce que ça assure une distance physique. Ils viennent d'une autre institution, les mentors. C'est une distance aussi expérientielle au niveau de l'âge de leur parcours. Donc, ils ont bien apprécié l'interordre. Ils nous ont affirmé qu'ils n'auraient pas voulu avoir une formule intra-ordre, avoir un mentor qui était au cégep avec eux. Le cadre informel de la relation mentorale a permis aux DIAD d'aller au-delà du cadre scolaire et institutionnel. C'est sûr que eux, les mentorés plusieurs avaient déjà vécu d'avoir un tuteur, hein, c'était plus dans un cadre, un suivi scolaire. Donc, ils ont vraiment apprécié de pouvoir sortir du cégep, s'asseoir avec quelqu'un, échanger et ventiler un peu, de pouvoir parler aussi de leurs problèmes personnels et de leurs problèmes scolaires, puis d'avoir des conseils pour pouvoir les appliquer au niveau de leur vie personnelle et scolaire. Donc, le cadre informel a vraiment été très apprécié. On a pu remarquer des apports de la relation mentorale. Donc, les mentorés nous ont dit que les mentors leur ont vraiment guidé vers des sources d'informations utiles. Il y a vraiment eu une démystification des parcours de formation. Ça, c'est surtout avec l'activité jumelée, visite de l'université, tout ça. Ils disaient que ça nous rend l'université moins mystique, moins comme si c'était haut dans le parcours. Il y a eu pour certains des développements de la motivation et de l'autonomie. Puis, pour 3 mentorés, il y a vraiment une confirmation du projet de formation. Enfin, pour les suites du volet, le programme interordre a redémarré cette année au cégep de Rimouski. Donc, juste un petit mot pour dire que ça a été une réussite. L'équipe du service de l'aide à réussite ont encore constaté des bienfaits tangibles chez les mentorés. Et donc, on va prendre toute notre expérience, les résultats de notre expérimentation, puis on va aussi, avec toute l'expérience du service d'aide à la réussite cette année, puis on va, pour la phase 2 du projet, formaliser l'expérimentation. Donc, on va consolider le programme interordre de mentorat étudiant, on va concevoir une trousse de mentorat autoportante transférable à d'autres établissements collégiaux, pour enfin publier et diffuser la trousse de mentorat auprès d'autres établissements collégiaux et universitaires qui seraient intéressés. Alors voilà, c'est les résultats pour le Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chanoussa. Alors, je pense qu'on n'a pas de questions pour l'instant du public. Par contre, il y avait des questions qui avaient été envoyées avant le webinaire, puis il y en a une, je pense, auquel tu pourrais peut-être répondre parce qu'il y a des gens qui se demandaient comment stimuler l'engagement, comment soutenir la motivation. Tu semblais dire que c'était quand même que vos expérimentations, notamment tant au niveau du mentorat que des modèles signifiants, avaient cet effet-là sur les jeunes? Oui, ben là c'est sûr, on se dit qu'ils disent oui, ça m'a motivé, mais je n'ai pas fait de calculer pré-test, post-test, là, hein, c'est rapporté par oui, effectivement, au niveau je dirais pour la motivation, c'est au niveau du mentorat. Effectivement, il y a des mentorés qui ont vraiment, étant donné que ce n'était pas un professeur ou un tuteur qui leur disait vas-y, let's go, c'est en partageant avec un autre étudiant qui avait aussi vécu lui aussi des problématiques, puis qui lui donnait des conseils comment lui avait fait, il recevait mieux
c'est les conseils et puis même les outils méthodologiques pour gérer son temps, gérer le stress. Plusieurs des mentorés avaient déjà reçu ces outils-là dans les ateliers d'aide méthodologique ou par leur tuteur. Puis ils nous ont dit, moi, je les avais jamais utilisés, mais étant donné que ça venait d'un étudiant comme moi, bien, je les ai utilisés puis ça fonctionne. Donc, pour ce côté-là, on peut dire. Donc, est-ce qu'on peut mesurer que si la motivation continue après? Non, mais ils nous ont dit pendant la session avec le mentoré, il y a eu de la motivation, puis aussi une augmentation aussi de l'autonomie personnelle et scolaire des mentorés. Puis j'en profiterai aussi pour poser, en fait, te demander si tu veux peut-être raconter aux participants les défis de recrutement au départ de votre démarche, là, brièvement, mais tu sais, pour expliquer un peu les défis que vous avez rencontrés là, dans le recrutement des ça, je ne l'ai pas raconté parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais c'est qu'au départ, là, on s'est inséré dans le programme PEP, mais au départ, nous, on voulait recruter des étudiants de première génération nouvellement inscrits au cégep. Alors, bon, ils s'inscrivaient, on était en août, donc on ne pouvait pas faire le tour des classes. Alors, on leur a dit, on va écrire une lettre, un formulaire d'inscription, puis on va leur donner à la journée d'inscription, là, à la rentrée. Alors, bon, programme de mentorat, bon, pour les EPJ, on décrit vraiment c'est quoi EPJ et tout. Puis, c'est annoncé aussi sur les écrans Omnivox à travers le cégep et tout ça. Puis, on a distribué 700 copies de formulaire d'inscription de notre programme de mentorat et il y a seulement une seule personne qui s'est inscrite. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer là, pourquoi ça n'a pas marché. La lettre était peut-être trop formelle. C'est sûr que le recrutement par contact, c'est mieux. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on voit vraiment que le concept EPG, quand il n'est pas expliqué, quand il n'est pas approprié, ça ne fonctionne pas. Puis la petite anecdote, c'est que les secrétaires du cégep ont, puis pas juste une seule personne, 3-4 personnes sont venues demander si le programme de mentorat s'adressait à des Amérindiens ou aux Autochtones, parce qu'ils confondaient le terme étudiant de première génération avec Première Nation. Donc, on voit vraiment que ce qui est important, c'est si on veut faire un programme de mentorat et recruter des EPG, c'est important d'expliquer le concept et que ça soit vraiment ancré dans la culture de l'institution. Donc, c'est mieux d'ouvrir et d'être plus inclusif, mais de toute façon, avec la quantité d'EPG, on a toujours des EPG dans nos bassins potentiels. Puis aussi, on nous a dit, les responsables du service dans notre comité, les gens du cégep nous disaient EPG, ça peut être étiquetant aussi pour les élèves. Ils sortent du secondaire, puis de dire, OK, ben là, je vais être un EPG, ça peut être marginalisant, ça ne leur tente pas d'être étiqueté. Donc, c'est mieux d'ouvrir quand on fait du recrutement, puis c'est sûr que c'est susceptible d'avoir des EPG. Mais nous, c'est intéressant. Voilà. Non, excuse-moi, mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose, juste avant de passer la parole à Claire, c'est quelque chose qui a vraiment été constaté dans toutes les expérimentations. Est-ce que je me reconnais comme EPG? Est-ce que les intervenants connaissent qu'est-ce qu'un EPG? Puis c'est quoi cette patente-là? Puis c'est quoi la différence entre un EPG et un autre étudiant? Donc, c'est sûr que le concept en tant que tel, puis l'identité n'est pas nécessairement acquise. Puis en Abitibi-Témiscamingue, justement, ils ont travaillé l'identité. Mais c'est quelque chose qui est pas, en tout cas du moins au Québec, qui n'est pas acquise, puis qui peut, pour certains, vouloir, peut-être que certains veulent le cacher aussi parce qu'ils se disent, ah, on va penser que je suis moins bon parce que mes parents ne sont pas allés au collège ou à l'université. Fait que c'est à prendre en compte dans notre façon d'intervenir auprès des étudiants de première génération. Merci beaucoup, Chanoussa. Plaisir. Puis, on va maintenant passer la parole à Claire, oui, qui va nous parler brièvement d'un transfert, en fait, de l'expérimentation que Chanoussa vient de vous présenter sur les modèles signifiants. Ils ont tenté l'expérience aussi en Abitibi-Témiscamingue, dans un autre contexte. Oui. Je vois le document de référence, là, mais ce n'est pas nécessaire qu'il soit là.
Pour vous mettre un peu en contexte, moi et ma collègue de l'université, Linda, faisons partie du comité local en persévérance scolaire de Rouyn-Noranda. C'est un comité qui est lié de près au groupe Action Réussite, le groupe de concertation régionale, que plusieurs participants probablement connaissent là, parce que c'est pratiquement implanté dans toutes les régions du Québec. Et dans ce comité-là, donc, il y a une représentante du Cégep moi-même, une représentante de l'université, mais il y a aussi des représentants des groupes d'organismes communautaires. Et il y a un organisme communautaire qui s'appelle l'Interlocal. La responsable est d'ailleurs présente parmi les participants présentement. Bonjour Chantal. Et donc, cet organisme-là qu'on nomme l'Interlocal, c'est un lieu qui regroupe des locaux dans les quartiers ruraux de la ville de Rouyn-Noranda. On a des regroupements de maisons de jeunes, mais dans ce cas-ci, c'est un regroupement de locaux dans les quartiers ruraux. Donc, évidemment, il y a plusieurs jeunes dont les parents n'ont pas fréquenté le sujet pour l'université qui se retrouvent à fréquenter ces locaux-là. L'interlocal, ça vise des jeunes de 12 à 17 ans. Dans ces locaux-là, il y a des activités animées par des adultes significatifs du milieu. Ce qu'on vise à travers ces activités-là, c'est la promotion de la santé, le développement de saines habitudes de vie et aussi la participation citoyenne. Alors, à la demande des jeunes qui fréquentent les locaux de l'interlocal, on a décidé d'ouvrir dans les quartiers ruraux les gymnases. En fait, on a ouvert les gymnases dans 3 quartiers ruraux. On ne fait pas que couvrir les gymnases. Durant les heures d'ouverture, qui sont 3 heures par semaine, on organise des activités sportives qui sont animées par des animateurs qui sont rémunérés en conséquence. Et vraiment, le plus souvent, les animateurs, c'est des étudiants qui viennent soit du cégep ou de l'université. Alors, dans le cadre des activités du comité local de persévérance scolaire, eh bien, on a été mis au fait des activités sportives qui étaient organisées dans les quartiers ruraux. Et nous, on a pu, par la même occasion, moi et Linda, partager ce qui s'est fait comme expérience au Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire encadrer les animateurs et les amener à se présenter de façon à ce qu'ils puissent devenir des modèles signifiants pour les jeunes avec qui ils sont en contact. Ça fait que pour organiser ça, la formation des animateurs, eh bien, il y a un contact qui a été pris avec Chanoussa, Mme Aubert, qu'on a entendu tantôt, qui nous a expliqué comment ça s'est passé dans le cadre des expériences au Bas-Saint-Laurent et puis qui a généreusement accepté aussi de nous faire parvenir le guide qui est destiné aux animateurs en précisant que c'est important de citer les sources, bien évidemment, on allait le faire, et qui nous autorisait aussi à l'adapter compte tenu que dans ce cas-ci, c'est pas des activités scientifiques, mais c'est des activités sportives. Alors, c'est ce qu'on a fait. La formation comme telle des animateurs et cette intégration-là de ce volet-là, modèle signifiant, n'a pas été mise en œuvre. Ça va être fait à partir du mois de septembre dans la formation des animateurs des activités. La formation est prête. De la façon qu'on veut faire ça, ben, on va leur expliquer la réalité des étudiants APG, le rôle qu'ils peuvent jouer, comment ils peuvent se présenter. On va aussi leur suggérer de faire un exercice dans lequel on va leur laisser un bout de temps pour planifier leur présentation et on va leur demander de se présenter aux formateurs, c'est-à-dire moi et Madame Tourigny et d'autres personnes qui sont impliquées dans la formation, et en ayant le souci de faire ressortir le côté étudiants PJ si ça s'applique à eux, mais sinon, on va leur demander de décrire leur parcours scolaire comme ça s'est fait dans l'expérimentation de Mme Aubert. Donc, c'est ça qui s'en vient pour nous. Si l'expérience s'avère positive, on envisage de la partager à la table régionale des jeunes en milieu rural de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que ces locaux-là, c'est à grandeur de l'Abitibi. Pour l'instant, on va le vivre à Rouen, puis on verra ensuite comment on peut l'exporter dans les autres secteurs de l'Abitibi.
Et on pense aussi, on réfléchit à la chose, en tout cas avec mes collègues de l'université, on pense à aborder les programmes ou les modules à l'université qui forment des intervenants auprès des jeunes du primaire et du secondaire pour amener ces intervenants-là ou ces futurs intervenants-là à jouer un rôle au niveau comme modèle signifiant. Tantôt, j'attendais que dans la phase 2, on veut développer un guide à ce niveau-là au Bas-Saint-Laurent, fait qu'on pourra certainement le mettre à profit chez nous. Et voilà, ça fait le tour. Parfait. Merci beaucoup, Claire. J'inviterai peut-être l'ensemble des participants à venir à l'écran pour la période de questions. Je vais prendre juste, avant vous savez, tout le monde, vous pouvez écrire des questions par le clavard d'argent. Donc, je vais juste prendre 2 minutes pour présenter les suites du projet avant de passer aux questions. Ce ne sera pas long. En fait, là, je vous présente seulement une diapo. Si vous voulez en savoir davantage, vous allez avoir accès à la présentation, vous pourrez la lire. Mais comme on disait tout à l'heure, puis je pense que tout le monde en a parlé, l'intention de la phase 2, c'est de consolider les acquis de la première phase, puis de développer des outils qui vont permettre un transfert à d'autres régions, puis à d'autres contextes, des outils, des initiatives qui ont été développés dans le cadre de la phase 1. La vision des porteurs du projet, c'est vraiment de faire en sorte que les élèves des milieux à faible capital scolaire aient la possibilité de faire un choix qui ne porte pas le poids du déterminant social. Donc, l'idée, c'est pas non plus de dire tout le monde doit aller à l'université, tout le monde doit aller au collège. C'est pas du tout ça le message. Le message, c'est de faire en sorte que l'ensemble des élèves aient les mêmes possibilités pour réfléchir à leur projet d'études ou à leur projet d'avenir. Et puis, l'intention est donc de fournir aux élèves des ressources et des expériences signifiantes qui vont leur permettre de développer leur autonomie de pensée aussi, pour se projeter dans un projet d'études à la hauteur de leur talent et réaliser ainsi leur plein potentiel. Donc, c'est vraiment de permettre d'ouvrir des portes que des élèves de certains milieux n'ont pas d'entrée de jeu dans leur milieu familial ou social, au primaire, au secondaire. Vous l'avez bien vu dans les présentations qui viennent juste de vous être, dans les expérimentations qui viennent de vous être présentées. L'intention est là. Et puis, dans les autres diapositives, vous voyez les objectifs et aussi les outils qui vont être développés. Et peut-être qu'on pourrait mettre aussi la description du projet sur le site du CAPRES pour ceux qui veulent en savoir davantage. Donc, merci pour cette belle présentation. On a comme quelques questions. On a une question pour Chanoussa. De Mme Boulay. Donc, pourquoi le choix de ces 2 stratégies? Pourquoi spécifiquement ces 2 stratégies d'intervention? Bien, en fait, le mentorat puis le modèle signifiant. Oui, c'est ça. Ça s'est tout imbriqué. C'est sûr que le mentorat interordre, c'était dès le départ, on voulait faire un mentorat soit intra-ordre et interordre au collège à l'université. Pour que ça soit interordre des élèves de l'université et du cégep, c'est une question de moyens aussi. Et on a fait un choix à un moment donné, on a dit, bon, on fait-tu de l'intra-ordre seulement à l'université, intra-ordre seulement au cégep, puis finalement, on a dit, bon, ben, on est les 2 participants, donc on va faire de l'interordre université-cégep. C'est une question de moyens, on voulait vraiment. Puis pour les modèles signifiants au niveau de l'élève du primaire, du secondaire, tout ça, ça est venu avec nos collaborations. On a choisi certains organismes parce qu'ils travaillaient avec des élèves issus de milieux à faible capital scolaire. Puis là, on a parlé avec eux. Puis là, oups, ça s'est développé. Pourquoi pas les animateurs deviennent des modèles signifiants. Puis après ça, des étudiants ressources pourraient aller travailler avec des jeunes. Donc, tout ça a débouché de cette façon-là. Dans le fond, c'est un travail de réflexion, puis travailler toujours avec ce qu'on a dans le milieu. Puis on avait toujours dans l'idée que ça soit transférable et pérennisable à la fin. Moi, je pense que c'était un principe de base pour toutes les régions, parce qu'au départ, on avait fait un inventaire des initiatives existantes
Puis l'intention était vraiment de travailler le plus possible avec les initiatives déjà en place ou avec des institutions déjà en place, puis de ne pas refaire la roue ou commencer des projets qui sont complètement détachés de ce qui existe dans le soutien à la persévérance ou dans le soutien des élèves ou des étudiants en général. Il y a aussi Catherine Elliott de l'UQAM qui dit bravo, je suis tellement fière de faire partie de ce projet. L'expérience est aussi très enrichissante pour les étudiants mentorés et les mentors eux-mêmes. Et surtout les intervenants aussi. Mais elle avait une question, un commentaire au départ en disant que que l'UQAR, je veux dire, la région du Bas-Saint-Laurent pourrait aussi éventuellement mettre en place le projet qui a été développé en Abitibi pour mieux passer le message auprès des EPG. Donc, la question de la fierté, c'est un thème qui était vraiment bien ciblé parce que, justement, souvent, quand on est étudiant de première génération, on arrive dans un milieu où on rencontre beaucoup de gens qui viennent de familles scolarisées, on se sent un peu moins bon. On l'a documenté, le sentiment de compétence est moins fort que chez les autres étudiants. Puis de tenir un discours sur la fierté, de dire tu peux être fier d'être le premier de ta famille à accéder, c'est vraiment un thème qui peut aller les chercher, ces jeunes-là, dans leur identité de façon positive aussi. Je dis les jeunes, mais il y a des moins jeunes aussi. Ensuite, on a beaucoup de merci, bravo, très intéressant, etc. Merci pour vos présentations. Elle procure également le souhait d'en connaître sur les suites du projet. Donc, à ce moment-là, si tout le monde nous dit merci, bravo. On n'a pas d'autres questions, fait qu'on va pouvoir clore le webinaire. Est-ce que les panélistes, vous aviez un petit mot de la fin à transmettre ou autre chose à nous dire? Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis, bien, moi, j'ai très hâte de poursuivre la phase 2. Je viens de commencer, alors. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Il y avait une dernière question qui est apparue, Sophie, de la part d'Angèle Boulay, qui demandait, je lis la question ou je te laisse la lire. Parfait, je vais te laisser la lire. Un aspect que j'observe dans ma pratique de travailleuse sociale au collège, c'est la difficulté de composer avec une relation amoureuse avec une personne issue de milieu non scolarisé d'origine. Donc, est-ce que vous avez observé cette situation? Donc, un étudiant qui, son conjoint ou sa conjointe, est d'un milieu à faible capital scolaire et le tire vers peut-être le limite dans ses aspirations ou a une influence sur l'étudiant. Est-ce que vous avez observé des situations comme ça? On n'a pas votre son, hein, Claire et Linda, là? Pas de mon côté, non. Linda, on n'a pas ton son. En fait, moi, je fais beaucoup d'accompagnement individuel aussi. Et effectivement, sans parler d'origine, et j'observe que les étudiants EPG se trouvent souvent incompris par leur environnement familial, leur conjoint ou leur famille. On ne comprend pas qu'ils doivent s'investir autant dans leurs études, qu'ils doivent étudier la fin de semaine, qu'ils ont à travailler très tard le soir et tu serais mieux d'aller travailler, probablement que tu aurais plus d'argent et on serait plus heureux. Alors oui, c'est un défi pour les étudiants de toujours vouloir maintenir cet engagement dans leur projet d'études parce que le soutien, on en a parlé et c'est même documenté, le soutien financier ou le soutien, l'encouragement, c'est pas très présent. Et l'étudiant EPG qui arrive à l'université change complètement de réseau. Ses amis changent à l'université. Donc, il y a une période d'adaptation et d'incompréhension pour l'entourage d'un EPG, effectivement. Et d'ailleurs,
Ça teinte un peu nos interventions. On est conscient de cette réalité-là. Mais c'est ce que Mme Boulay a dit, oui, c'est ce que j'observe aussi. Puis ça fait partie hein, des expérimentations qu'on a fait, l'importance de sensibiliser les intervenants aux caractéristiques des étudiants de première génération. Quand on est arrivé avec le portrait, puis qu'on parlait des étudiants de première génération, une des premières questions que les gens nous posaient, oui, mais est-ce qu'ils réussissent aussi bien que les autres? Je dis, ben, à l'université, oui, ils réussissent aussi bien que les autres. Mais alors, il y a où le problème? Mais justement, le projet a permis d'identifier ces petits éléments-là, puis de dire, ben, quand on intervient auprès d'un étudiant de première génération, on peut poser ces questions-là. Est-ce que ta famille te soutient? Ton conjoint, est-ce qu'il te soutient dans ton projet? Est-ce que c'est difficile de concilier ça? Donc, c'est des pistes pour intervenir, pour aller chercher ces étudiants-là et développer des interventions adaptées à leur réalité. Donc, le portrait permet vraiment d'intervenir sur ces aspects-là, de connaître ces caractéristiques-là pour, à titre d'intervenant, savoir sur quoi intervenir. Puis, j'ajouterais aussi qu'il y a une étude qui avait été faite par Carole, j'aime ça, c'est Carole Bouffard, Thérèse Bouffard, de l'UQAR, oui, qui a étudié les étudiants de première génération à l'université, puis elle, une de ses conclusions, c'est qu'ils sont vraiment dans un conflit identitaire, ces étudiants-là. Ils sont à contre-courant souvent. Ils doivent justifier leur projet auprès de la famille. Comme Linda l'a dit, c'est « Bon, t'es encore à l'université, un bac c'est passé, t'es rendu en maîtrise. » Il y a toujours une justification à faire, donc ils sont à contre-courant, puis ça demande de l'énergie, de persévérance encore plus fort. Quand on doit en plus justifier notre projet, déjà qu'on revient aux études. Puis Madame... juste dire, Thérèse Bouffard, c'est l'UQAM. J'aimerais ajouter un mot. Il y a effectivement, je pense aux bourses, à la bourse EPG, il y a effectivement des étudiants qui ont témoigné de comment c'était difficile pour eux, puis qui étaient un peu à contre-courant. Mais il y en a plusieurs aussi, puis je pense au nouveau questionnaire sondage provincial des étudiants de Cégep, qui est l'équivalent des nous à te connaître antérieur, qui se disent encouragés à poursuivre leurs études, puis principalement par leurs parents. Puis je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, pour les étudiants de première génération, c'est plus difficile, puis si on les compare aux étudiants dont les parents ont fait des études supérieures, sont moins encouragés, mais il y a quand même une bonne proportion qui est encouragée par leurs parents à poursuivre leurs études. Oui, c'est des caractéristiques, hein, c'est pas... ouais. Puis Mme Boulay répond, un autre aspect est l'aide financière aux études, qui pourrait être bonifiée pour cette clientèle. Dans le portrait, je ne sais pas si vous avez pu, Mme Boulay, lire le portrait, puis regarder un peu le guide de référence qu'on a mis sur le site du CAPRES, mais c'est une des choses qu'on documente aussi, c'est des étudiants qui ont des besoins financiers plus importants, ils sont moins soutenus d'entrée de jeu par leur famille, puis puisqu'ils arrivent plus tardivement, ben, ils ont des responsabilités financières plus grandes, et étant donné que souvent, ils ont fait des interruptions pour fréquenter le marché du travail, retournent aux études, des fois, le programme d'aide financière ne permet pas un soutien aussi important quand c'est quelqu'un qui vient du marché du travail que quand c'est quelqu'un qui est en cheminement continu aux études. Donc oui, il y a des questions financières aussi qui sont puis que vous avez documentées aussi à l'UQAT dans le cadre des raisons pourquoi vous avez mis en place cette bourse-là. Alors, merci beaucoup. Alors, oui, merci à tous. Oui. Comme Sophie le disait, l'information est disponible sur le site du CAPRES. Vous allez recevoir dans quelques minutes dans vos boîtes courriel le détail, les liens vers le guide, vers un premier webinaire, vers ce webinaire-là. Sur le site la page du webinaire, vous allez avoir les présentations de tout le monde. Dans quelques semaines, il va y avoir aussi la captation vidéo de ce webinaire-là pour ceux qui n'ont pas pu y participer ou qui veulent retourner voir un petit bout. Donc, ce sera disponible d'ici environ 2 semaines. Encore une fois, un immense merci aux panélistes. C'est vraiment, on est chanceux de pouvoir vous avoir. Ces gens-là viennent présenter ce qu'ils ont fait au cours des dernières années, préparent une présentation pour le partager. C'est hyper apprécié. On sait que ça vous prend du temps, mais on est content. L'objectif, c'est de faire circuler ce qui se passe,
permettre aux autres de mieux connaître ce qui se fait ailleurs pour, pas réinventer la roue, mais aussi pouvoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc, sans vous, on n'y arriverait pas. Fait qu'un immense merci. Et merci aux participants. Merci d'avoir été là, de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours communiquer avec le CAPRES. On va tenter d'y répondre ou de vous mettre en lien avec des gens qui peuvent y répondre le mieux possible. Donc, encore une fois, merci et bonne fin de journée. Au revoir.